toute mon adolescence, j'ai vraiment pesté parce que j'aimais pas marcher. Si on prend toutes mes expéditions avec tous mes entraînements, j'ai fait la distance en fait du Tour de la thérapie. J'ai passé tellement de nuits le dos couché sur la terre que en fait cette terre je l'entends respirer. J'ai cette sensation au fond de moi qu'on est tous des superwoman et des superman. Je viens d'un petit village en fait dans le Jura. J'ai été élevée un petit peu aux bordures de la forêt et puis vers les 6 ans, je suis partie tout naturellement avec un sac à dos et un chien dans une grotte à 1 kilomètre de là et j'ai pas annoncé la couleur à mes parents. Et cette sensation-là, en fait, elle a nourri ce qui venait après. J'ai vraiment suivi cet appel quelque part du sauvage. Il y a quelque chose dans mon départ de vie qui a été vraiment crucial pour moi, ça a été les livres. Pour moi, le livre est un objet magique et indispensable. J'ai rencontré un personnage qui m'a filé un bouquin et ce livre, c'était la traversée des États-Unis, du Mexique au Canada, avec le Pacific Crest Trail. Et puis il m'a dit ça, je pense que ça va t'intéresser. Il m'a remis le bouquin. Et ça a déclenché, quelques mois après, je partais aux États-Unis toute seule. J'étais complètement inconsciente. Ça ne se faisait pas avant. Là, on n'avait pas Internet en ce moment-là. Donc, on ne pouvait pas aller googler Pacific Crest Trail avec 1500 blogs, des millions de vidéos sur le sujet. Avant ça, il y avait des traversées de parcs nationaux, puis entre deux, il fallait naviguer à la boussole et puis à la carte. Donc, j'étais complètement inconsciente de ce que j'allais faire et c'est ça qui est magique, c'est que dans la vie de chacun et de chacune, on a toujours une première fois qu'on ne peut pas renouveler. Toutes les sensations étaient les premières, donc de commencer à dormir dans une forêt quand il n'y a pas un bruit et que tout d'un coup on entend un bruit au fond de la forêt et que tout prend une dimension démesurée. Première fois confronté à des grizzlies, première fois bloqué sur un sommet 6 jours, première fois à être bloqué parce que j'ai traversé des terres qu'il ne fallait pas traverser et puis qu'on m'a arrêté. Première fois d'avoir aidé quelqu'un, on s'est retrouvé avec un homme à moitié mort au milieu d'une rivière. On a organisé une rescue. Il y a la peur, il y a la faim, il y a la douleur physique, il y a le manque d'équipement. Il n'y a pas le bon équipement. J'ai traversé l'Oregon où il n'y a plus pendant 30 jours, ça ne s'est jamais arrêté. Comment on fait dans ces cas-là quand on ne sait pas ce qu'on fait? Ben, ça va tout seul. Quand je parle, moi, toujours de notre feu intérieur, c'est cette petite flamme qui nous titille à l'intérieur et qui nous guide sur le bon chemin. Et ben, c'est ça. C'est-à-dire que mon feu, il était à fond. Toutes ces premières fois nourrissaient ce feu et peu importe ce qui m'arrivait, j'étais invincible. Des expéditions où j'ai poussé mes limites, c'est à chaque fois la dernière expédition en fait. Chaque expédition laisse un petit trauma au passage. Hein. Et l'important, c'est d'utiliser ces traumas comme une espèce de marche pour aller plus loin. Une expédition qui a été compliquée pour moi, c'est la Tasmanie par exemple, où il y a plu, ça n'a jamais arrêté de pleuvoir pendant 3 mois quasiment. Et puis, tout d'un coup, la chute. Une chute dans une gorge tellement étroite et profonde que perte de connaissance, je reprends connaissance. Je suis au fond de la gorge et je remarque que le sommet de la gorge, il y a un petit triangle de lumière et que mon téléphone satellite et mon tracker ne va pas sortir de là. Et il s'est avéré après coup que j'ai eu l'humérus qui est du bras gauche comme ça, qui était cassé net, donc l'épaule cassée. Et je suis sortie avec un sac de 35 kg sur le dos en rampant pendant 3 jours de cette gorge. Une fois que j'ai réussi à sortir de là, avertir ma chef d'expédition en Suisse pour faire une évacuation avec un hélicoptère, il fallait trouver un endroit où l'hélicoptère pouvait atterrir. J'avais encore du trajet à faire. La douleur était telle que je n'avançais pas. La densité des buissons horizontaux, des buissons il y a plusieurs couches de végétation très dense, c'est un peu des murs végétaux. Donc en fait, je me suis retrouvée bloquée, debout, hors de ma gorge, avec un sac de 35 kg et une épaule cassée. Et là, je me suis dit, non mais Sarah, tu ne vas pas mourir debout dans une forêt en Tasmanie, ça s'exclut avec une épaule cassée. C'est pas la fin, c'est pas maintenant. Et donc, c'est là où j'ai hurlé, I will never give up. Et j'ai poussé comme un taureau en furie et je suis tombée dans une clairière.
Voilà. Et c'est là où on ne connaît jamais le pas suivant. On ne sait pas ce qui arrive après. On ne peut pas savoir. Même l'esprit va faire ça en fait. Il ne va pas vous pousser à faire ce pas. Il va vous dire, bah, tu vois là-bas il y a un mur, etc. Tu ne vas pas pouvoir passer, c'est clair, il ne faut pas le faire. Et nous, on va rester là, on va se dire, ah ouais, c'est vrai, je peux le voir, le mur, la calculation est faite, je ne vais pas y aller. Alors qu'en faisant un pas après l'autre, on ne sait pas quel est le pas suivant et on ne sait pas où on va. La faim, c'est comme un démon vert à l'intérieur. Par exemple, si on prend une expédition qui m'a beaucoup marquée, c'est l'expédition de survie en Australie, où j'ai traversé les Kimberley, qui est une zone très difficile. J'ai eu faim, au bout de 3 semaines, j'ai perdu 12 kilos. Je pensais que j'avais atteint ma tolérance à la faim, alors qu'il me restait plus de 2 mois derrière moi. Ça me rongeait l'intérieur, les tripes, la tête, le cœur. C'était intenable. Et un jour, j'ai eu soif. Donc, j'ai changé de direction complètement. J'ai passé une vallée, il n'y avait pas d'eau. 2 vallées, il n'y avait pas d'eau. Et au bout de 3 jours, j'avais vraiment pas encore bu d'eau. Donc, j'étais dans une zone rouge et je me suis dit, bah maintenant, je ne peux plus dormir tant que je n'ai pas bu d'eau. Je dois continuer jusqu'à ce que j'ai trouvé de l'eau. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais plus faim. Cette faim, elle avait disparu parce qu'il y avait une priorité supérieure, que c'était l'eau. Le soir, avant de m'endormir, je décide de faire un plan jusqu'au prochain point d'eau, que je sais où est l'eau. Il faut marcher encore 12 heures. Je prévois chaque minute presque. Tout est prévu. Je me réveille le matin, je me dis, je sais exactement, j'ai dans ma tête le plan et tout. Et tout d'un coup, je fais 400 mètres et je vire à droite au lieu d'aller tout droit. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et j'arrive pas à le quantifier. Je suis cet appel à droite, je descends ce rocher, je fais à peine quelques kilomètres et j'arrive au fond du rocher, dans une plaine un peu d'herbe assez haute. Il y a une espèce de petite ouverture au sol et c'est une petite réserve d'eau magnifique, pas polluée, claire comme de l'eau de roche. Et là, je sais que j'ai été guidée là par quelque chose. En vivant des expéditions comme celle-là, proche de la nature, avec des manques comme l'eau et les choses qu'on a besoin basiques, eh bien, à un moment donné, j'arrive dans une zone où je dois croire à autre chose. Mais ce n'est pas intellectuel, c'est vraiment une espèce de sensation d'amour complet qui se dégage de la nature et donc qui, cette fois-là, m'a sauvé la vie. On n'utilise qu'une petite partie de nos capacités. Et chaque expédition, en fait, repousse mes limites, quelque part, si on peut appeler ça des limites, repousse à chaque fois ma démarche un peu plus loin dans une zone différente. Donc j'ai fait des expéditions sur de très long terme, j'ai fait des expéditions de survie, j'ai fait des expéditions avec une logistique incroyable, mais pour pouvoir traverser des zones qui ne sont pas traversées d'habitude. Chaque expédition, pour moi, je veux découvrir quelque chose d'autre. À chaque fois, il y a toujours un but d'avoir une réponse à une question de départ. Par exemple, dans les Kimberley, j'ai été déposée avec un hélicoptère au bord de la mer et j'ai marché jusqu'à la civilisation pendant 3 mois en mode survie. Et je voulais savoir si, en tant que blanche sur cette planète, si j'allais avoir cette capacité de survivre. Après 20 ans, bien sûr, d'apprentissage de la pharmacopée et des plantes, etc. Mais à un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut sauter dans le vide. Et ce saut dans le vide, il est pas négociable. Cette zone d'inconnu, là, cette zone où on arrive, on ne sait pas où on met le pied, ça, c'est indispensable à l'évolution de notre humanité. Donc cet inconnu, il est tout le temps là, jour, nuit. Il ne dort pas, vous dormez, l'inconnu ne dort pas. Donc il peut frapper à tout moment. Donc toute cette connaissance et tout ce qu'on peut avoir comme sécurité, entre guillemets, au niveau mental, il faut le lâcher. Et devenir animal et retrouver son animalité à l'intérieur.
qu'à la fin de la journée, je me disais toujours « Ah ben, je suis vivante, tout va bien aujourd'hui ». À chaque fois que je suis arrivée devant ce qu'on peut appeler une limite, c'est-à-dire un gros mur où on se dit on ne peut pas aller plus loin, eh bien, en arrivant devant le mur, il y a une petite porte qui amène au niveau supérieur. Et là, pendant quelques temps, c'est facile. Ben, la fois, par exemple, où je suis en face des narcotrafiquants dans la jungle de nuit au Laos, pendant mon expédition de 3 ans, je vois bien qu'ils ont les yeux qui sortent de la tête, ils sont sous narcotiques, ils sont beaucoup. Et donc là, je choisis une technique. Je choisis une technique que les Chinois m'ont un peu enseignée. Donc je prends le petit guidebook de la région et je prends la langue, il y avait 4-5 phrases à dire. Et je dis, je viens de Suisse, je suis une touriste. Je répète cette phrase inlassablement pendant 3 heures. Sur le même ton, parce que les mots ont une puissance et le son de la voix aussi. Ils me prennent tout ce qu'il y a, et donc, y compris mes papiers d'identité. Et puis je continue inlassablement à répéter la même chose. Des gens comme ça, sous narcotiques, eh ben, ils n'ont aucune patience. Ben, je les ai bien énervés, ils ne savaient pas quoi faire de moi, ils ont piqué ce qu'ils avaient à voler, puis ils sont partis. Je ne me dis pas à ce moment-là, je vais faire ça. Non, c'est instinctif. Je me suis dit, moi, j'en ai marre de moi-même, de m'entendre répéter ça. J'ai pas lâché, j'ai utilisé le même rythme, mais j'ai insisté. En fait, il ne faut jamais lâcher. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, aussi dramatique qu'elle puisse être, la solution viendra de l'intérieur, toujours. Et de votre foi en vous-même. Ah ben moi, tous les matins, je me réveille, je remercie la planète d'être encore vivante aujourd'hui. Hein. Si on commence à s'arrêter puis à pleurer au moment où il faut être le plus présent et puis sauver sa peau, mais c'est la fin du monde. C'est ça qui tue. Dernière expédition en traversant le désert du Great Victoria et du Gibson, avec 60 kilos au bout des bras et puis 22 dans le dos. En fin de journée, il y a vraiment, on a l'impression que c'est la dernière. C'est toujours la dernière. Et en fait, le lendemain matin, je me réveille et ça recommence. En fait, quand les choses paraissent impossibles, il y a une technique que j'utilise et qui est connue de plein de monde, en l'occurrence dans les forces spéciales, en l'occurrence des grands sportifs. C'est la technique du salami. Donc, quand on est dans une zone limitante et on se dit on ne va pas y arriver, eh bien, on coupe la journée en deux. Si, durant cette demi-journée, on n'arrive pas à arriver à notre objectif, on coupe encore en deux. Je me mets toujours un petit sucre au bout, c'est-à-dire que moi, ce qui me régénère, c'est le thé. Donc, je me dis, Sarah, dans 20 minutes, tu te fais un thé. Et tu vis ces 20 minutes, tu arrives à 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, j'ai ma montre. 20 minutes plus tard, chrono, je m'arrête, je fais un thé. Et le fait de faire un thé, de sortir mes affaires, de manipuler ma petite théière, mon thé, ma tasse, chercher mes affaires, c'est des gestes qui font diversion dans l'esprit et qui recettent l'esprit, en fait. Et si tout va mal, je monte ma tente et je dors. 20 minutes s'il faut. Et je déconstruis comme ça ma journée jusqu'au moment où j'arrive à la fin. Mais je lâche jamais rien. Moi, je ne m'arrête pas au milieu. Moi, j'ai commencé, je vais aller au bout. En fait, le doute n'existe pas parce que le doute est une démarche mentale. Arrêter une expédition pour une raison Y, de renoncer à quelque chose quand j'ai commencé, c'est exclu. Peut-être que je vais devoir faire des détours. Ce n'est pas le renoncement, c'est comment je vais y arriver. Si la solution n'apparaît pas, c'est que l'esprit n'est pas ouvert. Il a fallu attendre avant que les gens m'annoncent que j'étais aventurière. Mais moi, j'étais toujours cette petite gamine, en fait, qui voulait aller voir les chauves-souris dans la grotte à 1 kilomètre de la maison. Cette curiosité, elle est toujours là et ce feu intérieur qui m'anime, c'est le mien et c'est ma mission, qui est très claire, d'être le petit pont entre les humains et la nature. On met beaucoup de valeur sur l'intellect, alors que moi j'ai envie de vous dire, oubliez un peu l'intellect et vivez avec votre animalité, ça va déjà vous allez avoir une vie surprenante. Et puis l'aventure est au quotidien, l'aventure est un état d'esprit.